Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je crois, est vraiment au cœur de toutes les stratégies d'entreprise, l'intelligence artificielle. Bonjour. Oui, mais on va essayer de dépasser un peu le stade de l'expérimentation, du gadget. Exactement. On n'est plus en 2024 à jouer avec ChatGPT. Là, on est en 2026 et l'IA, c'est devenu un vrai pilier stratégique. L'idée, c'est de voir comment on a fait ce saut. On va explorer ça sous trois angles. D'abord, les compétences humaines, qui sont devenues indispensables. Mhm. Ensuite, les applications concrètes qui changent vraiment le quotidien au travail. Et puis, bien sûr, les règles du jeu, parce que ça y est, le cadre légal se met en place. Et pour nourrir la discussion, on a pas mal de documents. Un article sur la formation, un rapport sur les tendances marketing, une analyse sur le service client, un guide sur les modèles d'IA. Et un décryptage de la nouvelle loi européenne qui change tout. Voilà, En fait, l'enjeu aujourd'hui, la question qu'on va se poser, ce n'est plus est-ce qu'on doit utiliser l'IA. Ça, c'est une question du passé. c'est réglé. C'est réglé. Maintenant, c'est comment on l'intègre. Comment on le fait de manière efficace, de manière responsable et bien sûr rentable. On va décortiquer ce passage de l'expérimentation un peu. Un peu Far West. Un peu Far West, voilà, à une vraie intégration réfléchie. Et le point de départ de tout ça, c'est le facteur humain. C'est l'idée centrale d'une de nos sources, un article de MentorQ. Et l'analogie est frappante. Ils disent qu'en 2026, ne pas maîtriser l'IA, c'est un peu comme refuser d'utiliser Microsoft Office dans les années 90. Ah oui, c'est devenu un prérequis total. C'est un prérequis. Et quand ça manque, on voit apparaître un phénomène qu'ils appellent AI Workslop. C'est un terme assez parlant, AI work slop. En gros, ça désigne le contenu de mauvaise qualité, un peu bâclé, qui est généré par une IA qui a été mal utilisée. C'est-à-dire un prompt un peu vague, pas de relecture. C'est ça. On clique sur générer, on fait un copier-coller et on envoie. Et les conséquences de ça, elles sont loin d'être anodines. Ah, ça c'est clair. Les chiffres de l'étude sont assez dingues. Les collègues qui reçoivent ce AI Workslop, ils passent en moyenne 2 heures à le corriger. 2 heures, c'est énorme. C'est une perte de temps colossale. Mais le pire, c'est presque l'impact sur la confiance. La moitié des gens finissent par penser que leurs collègues sont moins compétents, Et moins fiable, j'imagine. moins fiables pour 42% d'entre eux. Ça crée une sale ambiance. Et on a un exemple parfait de ça, qui a fait grand bruit, le cas de Deloitte en Australie. Ah oui, le cas d'école. Ils ont dû rembourser près de 500 000 dollars à un client, hein, Pour un rapport pour un rapport qui était, mais truffé d'erreurs générées par une IA. Et le plus fou, ce n'était même pas les erreurs de raisonnement. c'était quoi alors? C'est que le rapport citait des recherches, des études scientifiques qui n'existaient tout simplement pas. La machine les a inventés de toutes pièces. Complètement. C'est le fameux phénomène des hallucinations de l'IA, mais poussé à un niveau catastrophique pour une boîte comme Deloitte. Ça fait froid dans le dos. Et ça pose une question. Si c'est si dangereux, pourquoi les entreprises ne cadrent pas plus l'utilisation? Alors, c'est là tout le paradoxe. Elles essayent, hein. Beaucoup mettent en place des chartes, interdisent même certains outils. Mais la réalité, c'est que les employés les utilisent quand même, en masse. En cachette. En cachette, une étude de KPMG et de l'Université de Melbourne le montre. 57% des employés cachent leur utilisation de l'IA à leur employeur. C'est une sorte de shadow IT de l'IA. D'accord, donc les gens l'utilisent en secret. Mais si le résultat est bon, où est le problème au fond? Le problème, c'est justement que ces utilisateurs clandestins sont souvent surconfiants. Dans la même étude, 79% d'entre eux avouent avoir une compréhension faible ou modérée de l'IA. Et pourtant, ils l'utilisent pour des tâches pro. Exactement. C'est ce décalage entre la confiance et la compétence réelle qui mène à des désastres comme celui de DeWitt. Et pour ne rien arranger, la formation classique semble complètement inefficace. Comment ça, hein? Il y a une enquête de Moodle qui a sorti un chiffre à la fois drôle et terrifiant. J'aime bien ce mélange. 52% des employés américains utilisent l'IA pour faire leur formation en ligne obligatoire à leur place. Non. Si, y compris, et c'est là que ça devient absurde, les formations sur comment utiliser l'IA de manière éthique et efficace. C'est incroyable. Donc, on est des gens qui utilisent l'IA pour tricher à leur formation sur l'IA. C'est ça. C'est ouais, c'est la boucle parfaite de l'absurdité. Mais ça illustre bien le problème. Alors, si la formation ne marche pas, on fait quoi? Eh bien, la solution proposée par l'article de MentorClick est assez ironique. Face à un problème qui vient de la technologie, la solution serait plus d'humain. C'est-à-dire? Le mentorat. L'analogie, c'est celle de l'apprentissage de la conduite. On peut regarder des heures de tutos sur YouTube.
Mais rien ne remplace le fait d'avoir quelqu'un d'expérimenté à côté de soi. Qui dit « Attention là, ralentis, voilà comment en faire un créneau ». Exactement. Ce retour direct, cette pratique accompagnée, c'est irremplaçable. L'idée est séduisante, c'est sûr. Mais est-ce que c'est faisable à grande échelle? Dans une grande boîte, comment on trouve des centaines de mentors sans bloquer tout le monde? C'est une bonne question. L'idée, ce n'est pas forcément de nommer des mentors officiels avec un titre. C'est plutôt de créer une culture où ce partage de compétences est valorisé. Identifier ceux qui sont déjà en avance. Voilà. Identifier les early adopters, ceux qui maîtrisent déjà bien, et les encourager à aider leurs collègues au sein même des équipes. Le but, c'est de développer des compétences clés. L'article en liste 5. Et quelles sont ces compétences? D'abord, une maîtrise des concepts de base et un état d'esprit responsable. Comprendre les limites, les biais. Ensuite, l'ingénierie de prompt. Savoir parler à la machine, en gros. L'art de poser la bonne question. C'est ça. Troisièmement, la connaissance des outils spécifiques à son métier. Quatrièmement, et c'est crucial, l'interprétation critique des résultats. Ne pas tout prendre pour argent comptant. Et le dernier? Un esprit d'apprentissage continu. Parce que les outils d'aujourd'hui ne seront plus ceux de demain. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas vraiment des compétences techniques au fond. C'est plus de la gouvernance, du jugement humain appliqué à la machine. C'est exactement ça. On ne cherche pas à former des développeurs, mais des pilotes d'avion. D'accord. Donc on a des employés mieux formés, plus responsables. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font avec ces outils IA? J'imagine qu'on dépasse vite la simple rédaction d'email. Ah oui, largement. Et c'est ce que montre le rapport de HubSpot sur les tendances marketing. L'adoption est massive. Presque 2 tiers des marketeurs dans le monde utilisent l'IA. Avec une domination de ChatGPT, j'imagine. Écrasante. 88% de ceux qui utilisent l'IA sont sur ChatGPT. L'usage principal reste la création de contenu, mais ce qui est intéressant, c'est comment ils s'en servent. Ils ne font pas juste un copier-coller. Justement, non. Très peu le font. Seuls 7% publient le contenu généré tel quel. Ah, d'accord. La grande majorité, 56%, le révise en profondeur. L'IA, c'est devenu un assistant pour la recherche, pour le premier jet. Mais l'humain garde la main sur le style, la stratégie, la validation. C'est un partenaire de brainstorming plus qu'un auteur. Voilà. Ok, ça, c'est l'usage qu'on connaît un peu tous. Mais il y a une de nos sources françaises, Astren, qui décrit une application beaucoup plus pointue et assez impressionnante. Les agents IA documentaires dans le service client. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors il faut imaginer un chatbot, mais sous stéroïdes. D'accord. Un chatbot classique, c'est assez bête. Ça suit un script, un arbre de décision. Si on sort du chemin, il est perdu. L'agent IA documentaire, c'est radicalement différent. Il n'a pas de script. Comment il fonctionne alors? Il est connecté en temps réel à toute la base de connaissances de l'entreprise. Les manuels techniques, les FAQ, les guides de dépannage, absolument tout. C'est comme s'il avait lu et mémorisé instantanément tous les documents de la boîte. C'est exactement ça. Et grâce au traitement du langage naturel, il comprend la question du client dans son contexte et il va chercher la réponse la plus juste dans cette montagne de documents. Et il apprend. Il apprend de chaque conversation pour s'améliorer. Mais sa plus grande force, c'est peut-être de savoir quand il n'est pas assez bon. Il sait quand passer la main à un humain. Exactement. Il détecte une question trop complexe ou un client trop énervé, et là, il escalade la conversation vers un conseiller humain. Et il lui transmet tout l'historique. Donc le client n'a pas besoin de tout répéter. Ça, c'est... Ça change tout, et les résultats chiffrés sont là. J'imagine, oui. La source Astrem parle d'un temps de réponse réduit de 75%, 75%. un taux de satisfaction client qui augmente de 35% et un coût par interaction qui chute de 60%. C'est l'exemple parfait de l'IA qui ne remplace pas l'humain, mais qui filtre le bruit pour qu'il puisse se concentrer sur les cas importants. C'est impressionnant. Et qu'est-ce qu'il y a sous le capot de ces outils? On parle toujours des grands modèles comme GPT-4. Est-ce que c'est la seule option pour une entreprise? Non, et ça, c'est un point stratégique majeur. Une autre de nos sources, Ayurveda, explique très bien la différence entre les Large Language Models, les LLM comme GPT-4, et les Small Language Models, les SLM. Les petits modèles. Voilà. L'idée reçue, c'est que plus c'est gros, mieux c'est. Mais c'est bien plus nuancé. C'est quoi la différence fondamentale? La taille, j'imagine. La taille et la spécialisation. Un LLM, c'est un généraliste. Il a été entraîné sur une bonne partie d'Internet. Il a des centaines de milliards de paramètres. Il peut parler de tout. Un SLM, c'est un spécialiste. Plus petit.
beaucoup plus petit, entre 1 et 8 milliards de paramètres, et surtout il est souvent entraîné sur des données très spécifiques à un domaine. C'est l'encyclopédie universelle contre l'expertise pointue. Et pour une entreprise, quel est l'intérêt de miser sur un modèle plus petit? Ça paraît un peu contre-intuitif. Il y a trois avantages énormes: le coût, la vitesse et la sécurité. D'accord. Le coût d'utilisation d'un SLM, c'est une fraction de celui d'un LLM. La vitesse de réponse est bien meilleure, c'est crucial pour le temps réel. Mais le vrai game changer, c'est la sécurité. Explique-moi ça. Un SLM peut être déployé on-premise, c'est-à-dire sur les serveurs privés de l'entreprise. Les données des clients, les données stratégiques, elles ne sortent jamais. Donc une entreprise peut avoir son propre mini GPT qui est complètement déconnecté d'Internet. C'est exactement ça. Et pour des secteurs comme la banque, la santé, la défense, c'est non négociable. Ça répond d'ailleurs directement à l'inquiétude numéro 1 des marketeurs dans le rapport HubSpot. La confidentialité des données. Exactement, 41% s'en inquiètent. Le SLM, c'est une réponse technique directe à ça. Ok, moins cher, plus rapide, plus sécurisé, mais est-ce que c'est aussi performant? On ne perd pas en qualité de réponse? Pour des tâches très spécialisées, non seulement c'est aussi performant, mais c'est souvent meilleur. Il y a moins de bruit dans ses connaissances. Et surtout, on peut l'améliorer avec des techniques comme le RAG. Le RAG, Retrieval Augmented Generation. Qu'est-ce que ça veut dire en français simple? L'analogie la plus simple, c'est l'examen à livre ouvert. Mhm. Un LLM classique, c'est un étudiant qui doit répondre en se basant sur tout ce qu'il a appris dans sa vie. Il peut se tromper. Un SLM avec RAG, c'est comme donner à cet étudiant le manuel, ouvert à la bonne page, juste avant de lui poser la question. On lui dit ta réponse est là-dedans. Ta réponse doit se baser uniquement sur ce document. On ancre sa réponse dans les données de l'entreprise en temps réel. C'est pour ça qu'il est bien plus précis et qu'il n'invente pas de faits. Il ne peut pas. C'est une super analogie. Donc on a des employés qui deviennent des pilotes, des applications ultra pointues, des choix technologiques entre des géants et des spécialistes, et tout ça nous ramène un peu au cas de Loat et à la nécessité d'un cadre. Absolument. Parce que cette puissance et cette adoption massive, ça appelle une régulation. Et elle arrive. C'est l'AI Act européen. Analysé par notre source Remo First. C'est la première loi de cette ampleur au monde. Et comme le RGPD en son temps, sa portée est mondiale. C'est-à-dire que même une entreprise américaine est concernée. Si son service IA affecte des citoyens européens, oui, elle est soumise à la loi. Et l'approche de cette loi est assez intelligente. Elle est basée sur le niveau de risque. Peux-tu nous expliquer cette échelle de risque? Il y a 4 niveaux. Tout en bas, le risque minimal. C'est la plupart des usages. Les filtres anti-spam, la recommandation de produits. Quasiment pas de régulation. Ok, Au-dessus, le risque limité. Là, on trouve les chatbots, les deepfakes. L'obligation, c'est la transparence. Il faut dire que c'est une IA. simple. Ensuite, on monte d'un cran. Le risque élevé. C'est là que ça devient sérieux pour les entreprises. Et tout en haut, le risque inacceptable. Ça, c'est des trucs interdits. C'est ça. Les systèmes de notation sociale par les gouvernements, la reconnaissance des émotions au travail. Interdit en Europe. Point. Restons sur ce risque élevé. C'est là que ça devient concret pour les RH, par exemple, non? Les outils de recrutement doivent tomber là-dedans. En plein dedans. Le tri de CV, les logiciels d'aide à la sélection, les outils de gestion de la performance ou d'aide à la promotion. Tout ça est classé à haut risque. Et ça implique quoi, concrètement, pour une équipe RH qui utilise un de ces outils? Ça déclenche une cascade d'obligations. D'abord, ils doivent pouvoir prouver que leur système n'est pas biaisé via des audits réguliers. D'accord. Ensuite, transparence totale avec les candidats. Il faut leur expliquer comment l'IA est utilisée. Mais la règle d'or la plus importante, c'est la supervision humaine obligatoire. Un humain doit toujours avoir le dernier mot. Toujours. L'IA peut recommander, elle ne peut pas décider seule d'un licenciement ou d'une embauche. L'humain reste responsable. Et il faut documenter tout ça. Le droit est vraiment en train de rattraper la technologie pour le coup. Complètement. Les préoccupations éthiques qui inquiétaient 22% des marketeurs dans le rapport HubSpot, ce n'est plus de la théorie, c'est dans la loi. Avec des amendes, j'imagine? Et des amendes très lourdes. Ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires mondial. L'époque de l'expérimentation un peu naïve, c'est vraiment terminé. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on vient de dire, l'IA en entreprise en 2026, ce n'est plus juste une question d'outils, c'est un écosystème complet. Mhm. Il faut des compétences humaines qu'on développe par le mentorat, il faut des choix techniques avec cette balance entre les LLM géants et les SLM agiles et sécurisés, et maintenant il faut faire tout ça dans un cadre légal très strict.
Le mot d'ordre, c'est vraiment l'intentionnalité. On est passé de l'expérimentation à l'intégration intentionnelle. Le centre de gravité a bougé, en fait. Oui. Le défi, ce n'est plus la technologie elle-même, elle est là, elle est puissante. Le vrai défi, c'est la gouvernance humaine qu'on construit autour. Comment on s'assure que cette puissance augmente notre intelligence collective et qu'elle ne crée pas des risques qu'on ne maîtrise plus. Et pour finir, peut-être une question ouverte, une pensée pour la route. On a d'un côté les entreprises comme Accenture qui disent vouloir se séparer des employés qui ne monteront pas en compétence sur l'IA. Oui. Et de l'autre, on a l'Union européenne qui impose des règles strictes sur l'utilisation de ces mêmes outils, notamment dans le recrutement. Alors la question c'est, est-ce que la responsabilité de chaque employé n'est pas devenue double? Il ne s'agit plus seulement d'apprendre à utiliser l'IA, mais peut-être aussi d'apprendre à documenter son utilisation, à prouver qu'on l'utilise de manière responsable et efficace. Peut-être que c'est ça la nouvelle clé pour sécuriser son propre avenir professionnel.